France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, ça commence bien avec le petit chat dans la gorge, hein, comme un lundi, voilà. Bah écoutez, avec ces changements de température en même temps, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? Bonjour Anan. Bonjour à tous, salam alaikum. Comment ça va ma chère Anan? Bah écoutez, ça va, le sourire qu'on garde en toutes circonstances, mais le cœur un petit peu lourd avec tout ce qu'on n'arrête pas de voir là sur Twitter. Comme je disais, les hashtags défilent, tous plus ignobles les uns que les autres, donc beaucoup de morts à décéder. D'ailleurs, puisque vous parlez de Twitter, sachez que vous pouvez aller répondre à la question du jour aujourd'hui, qui est en rapport avec le sujet qu'on va aborder dans quelques instants, à savoir que la France insoumise a fait une proposition pour faire condamner, en tout cas que l'État français fasse condamner Lafarge, société qui, vous le savez, est accusée d'avoir financé Daesh en Syrie. Vous pouvez répondre à la question sur Twitter sur LGF officiel. Voilà, vous allez sur le compte direct LGF officiel et vous répondez donc à la question du jour aujourd'hui que l'on vous pose. Bien sûr. Alors ma chère Anan, on va parler de quoi avec toi? Alors avec moi, je vais vous offrir, entre guillemets, un plaidoyer pour les militants. Donc un plaidoyer en freestyle, Très bien. Christophe, voilà. Donc on va tenter cette première Maître expérience. Anan Zawani. On va essayer. Je réagis face à une publication de Yasser Louati suite à son passage à l'émission la semaine dernière. Vendredi. Où voilà, apparemment, il y a un des auditeurs, peut-être, je ne sais pas, ou quelqu'un qui le suit sur Facebook, qui lui demandait pourquoi est-ce qu'il militait pas aussi pour les par rapport aux mosquées, etc. Donc voilà un petit plaidoyer pour remettre les choses en place et puis pour que nos auditeurs comprennent que le travail d'un militant c'est un gros travail et que c'est aussi à nous tous de nous responsabiliser. Exact. Ton coup de cœur ma chère Anan, il est musical. Ah, il est musical. Alors figurez-vous que je fais venir à l'antenne, enfin nous faisons venir à l'antenne aujourd'hui un chanteur de blues donc qui s'appelle Oldie Rooster, voilà, que j'ai eu l'honneur d'écouter hier lors de la journée particulière du TMTT, The Muslim Think Tank. Donc nous lui avons demandé en fait de venir faire un hommage à Yassine, paix à son âme, donc qui est ce jeune qui a été retrouvé mort dans une cave à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Et on en parlera d'ailleurs puisque nous aurons, si tout va bien, son frère qui sera avec nous à 17h en direct. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel vraiment au calme. Je pense qu'on le fera tout à l'heure aussi avec Bilal, parce qu'il y a eu pas mal d'échauffourées à Aulnay depuis ce week-end, et notamment des voitures brûlées. On voit des images absolument catastrophiques. Et c'est pas comme ça qu'on va faire régner la justice, évidemment. C'est pas comme ça qu'on s'y prend. Il faut faire pression, mais de la bonne manière, et certainement pas en utilisant la violence, et surtout pas en prenant en otage finalement les habitants et en leur brûlant ce qui leur sert de voiture et de tout ce qui est infrastructure. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment pas la bonne méthode pour le coup. Donc on en reparlera donc tout à l'heure. Écoutez, nous attendons aussi notre ami Enver de Santos qui va bientôt arriver. Il ne saurait tarder. En attendant, voici le sommaire de cette émission, première émission de la semaine en ce lundi 2 octobre. Soyez les bienvenus, c'est LGF, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission pour ce lundi, Lafarge, la collaboration avec Daesh légitimée par les députés français. En effet, les députés de la France insoumise ont proposé des actions contre les sociétés comme Lafarge qui ont financé Daesh en Syrie à un amendement qui a été refusé. Le Grand Forum, grand format à 17h pour parler de cette affaire de Yassine, un jeune d'Aulnay-sous-Bois retrouvé mort dans une cave. La famille veut obtenir une vraie enquête. Le procureur bloque la requête. Nous en reparlerons tout à l'heure avec nos invités. Retrouvez le quiz avec à gagner cette semaine et à l'occasion du festival Ville des Musiques du Monde. Des places pour l'Orchestre National de Barbès le samedi 4 novembre à 20h30 au Blanc-Ménil, aux 2 pièces cuisine. Le Grand Forum vous donne la parole dans Libertad, alors prenez-la. Le Grand Forum, l'émission qui vous ressemble et vous rassemble. LGF, le Grand Forum, messieurs dames, merci d'être avec nous, l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble, bien entendu, tous les jours, 16h, 18h, avec Anan Zawani, notre princesse Anan qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de monsieur Enver de Santos. Bonjour Enver. Oi, bom dia. Comment ça va? Muito bem. Très bien. Obrigado. Obrigado. Très Ça bien. faisait longtemps, Enver. Ah oui. Enver qui est d'origine, on rappelle? Angola et pour ça. Angola. Origine angolaise. Et y a pas que ça, je crois. Hein. Ouais, mais le reste après, ça fait trop de fioritures. Bah attends, t'en es fier quand même.
Moi, un bout de terre n'a jamais fait chez soi, comme dit l'autre. Ouais, très bien. En tout cas, bienvenue à toi. On va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Alors, mon avis tranché sera le traitement de l'information, donc suite au malheureux attentat qu'il y a eu hier. Mais je pense malheureusement que c'est le traitement de l'information sur ce genre de cas en général. Très bien. T'as un petit coup de cœur ou tu partages notre coup de cœur aujourd'hui? Je partage toujours vos coups de cœur de toute façon. Et sinon, c'est La dictée des cités, donc de Rachid Santaki. Très bien. Bon, effectivement, on reparlera dans le zapping dans quelques instants ce qui s'est passé donc à Marseille hier après-midi. Et évidemment, on présente toutes nos condoléances aux familles de ces deux victimes, de ces deux cousines âgées de 20 et 21 ans, qui venaient fêter d'ailleurs un anniversaire de l'une d'entre elles apparemment à Marseille. Elles étaient de Lyon, visiblement. Et donc, elles se sont retrouvées là au mauvais moment. La ville de Marseille qui a été choquée, on peut le comprendre bien sûr, parce que la gare Saint-Charles pour les Marseillais, qui peuvent peut-être nous le confirmer au 01 40 39 000, c'est vraiment l'endroit où tous les Marseillais peuvent aller à n'importe quel moment. C'est le lieu de vie par excellence. Lieu de vie par excellence. Voilà, c'est le centre de Marseille, donc c'est pas choisi par hasard finalement. Quoi qu'il en soit, on en reparlera tout à l'heure dans le zapping. Avec, c'est vrai, ce traitement d'information qui pose question, voilà, sur cette rapidité à considérer comme un acte terroriste. Certes, il a été revendiqué par Daesh, mais on sait que Daesh récupère tout ce qui bouge. Voilà, essayer de se faire une notoriété en récupérant donc des actes commis par des individus isolés. Voilà. Donc, mais le ministère de l'Intérieur, il appelle justement à la prudence par rapport à. Oui, il a eu un très bon message qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping, Monsieur Gérard Collomb, qui s'est rendu donc directement à Marseille, et on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors, aussi une pensée sur ce qui se passe à Las Vegas, parce que c'est terrible. Apparemment, le bilan est très lourd. Oui. De ce qui s'est passé. C'est un homme donc qui a apparemment tiré dans le tas dans un concert de country. Et le bilan est donc ne cesse d'augmenter. Il est encore provisoire, 50 morts. 400 blessés, si je peux me permettre, Christophe. 400 blessés. C'est énorme, ouais. Oui, c'est énorme. Ça veut dire peut-être encore plus de morts si des états, des blessés en état de mort imminente ou autre. Donc effectivement, en cette journée de la non-violence, mon cher ami Envers, il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot. 01 40 33 9 000 bien sûr pour réagir à n'importe quel moment. Je rappelle que tout à l'heure on parlera de cette affaire et on peut s'en étonner aussi, Anan. Oui. Envers qui n'a pas été du tout médiatisé. C'est un jeune homme donc des faits se sont déroulés le 14 septembre dernier à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Un jeune homme qui se prénomme Yacine, qui a été retrouvé mort dans une cave. La police donc a conclu à une overdose a priori, sauf que la famille conteste en disant que ce jeune homme n'avait jamais consommé ou n'a pas consommé de drogue. Oui. Et ce qui pose question, c'est que il a été retrouvé par terre, pantalon au genou, avec plusieurs marques sur lui. Donc c'est ce que nous dira donc tout à l'heure normalement son frère qui sera avec nous dans un instant pour faire lumière sur cette affaire, puisque le procureur en fait ne veut pas collaborer comme il devrait, en tout cas avec la famille. Donc cette famille demande justice pour Yacine. Et on peut regretter évidemment la réaction de certains jeunes dans les quartiers à Aulnay qui s'en sont pris donc aux infrastructures du quartier, aux voitures, aux poubelles, etc. Donc voilà, appelons au calme et essayons d'obtenir la vérité. Juste un petit mot, Christophe. Déjà, on présente nos condoléances à toute la famille. C'est une famille effectivement qui demande une nouvelle autopsie, qui demande une vraie enquête et qui se mobilise donc à travers le frère Bilal, à travers la sœur, à travers la maman qui ont organisé un rassemblement ce samedi à Aulnay à 14h. Le grand forum y était. Voilà, donc on y était effectivement. Donc c'est un rassemblement qui a où on pouvait, il y avait 300 personnes d'après. Moi je pensais 150 mais au final 300 d'après le Parisien. Il y a quelques médias quand même qui se sont déplacés et effectivement c'est vraiment ça commence à être relayé, à faire du bruit, donc c'est une affaire qui je pense qu'il va prendre un petit peu plus d'ampleur. Juste sur les voitures incendiées, moi j'ai vu quelques images, donc la famille s'est totalement
solidariser de ce fait-là. Et encore une fois, c'était 9 jeunes qui ont brûlé des voitures, mais même pas au pied de la cité, quoi. C'est voilà, une excuse, ou je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, je ne comprends pas. Oui. En tout cas, c'est vraiment pas le bon moyen envers pour demander justice, encore une fois. Parfois, on pourra se dire, frère, on n'est pas tous psy, on n'a pas ces compétences, mais certains vont parler, de façon de s'auto-détruire à travers ces actes, mais parfois c'est juste de la folie ou de la connerie, et ça n'apporte rien, si ce n'est encore plus de douleur aux familles qui se remémorent à travers tous ces incidents ce qui est arrivé. Donc peut-être il serait temps de se remettre en question. Effectivement, en tout cas, on en parlera avec normalement Bilal, son frère, ou en tout cas quelqu'un de la famille, parce que a priori, alors peut-être que la mobilisation ou la pression commence à payer. Il semblerait qu'il y ait un rendez-vous de prévu là, à l'heure où nous parlons, avec la justice. Donc la famille devrait être reçue par la justice. Donc voilà, c'est pour vous dire que finalement, quand on commence à ébruiter une affaire, ça commence à peut-être à bouger. On espère, en tout cas, le plus rapidement possible pour cette famille, et pour que Yacine donc puisse être enterré. Je pense qu'il va être rapatrié en Tunisie, c'est ça. Si j'ai mes informations sont bonnes, Anan. Ils veulent une seconde autopsie, donc. Oui, mais pour l'instant ils peuvent pas, donc. Voilà, ce qu'expliquait la maman, c'est que on est de confession musulmane. Elle l'est aussi. Normalement, on doit enterrer un corps très rapidement. Ouais. Et que là, du coup, par rapport à leurs convictions religieuses et par rapport au fait qu'ils réclament vraiment une enquête et une nouvelle autopsie, ils peuvent même pas enterrer le corps de ce jeune homme, quoi. Ouais. En tout cas, on essaiera en tout cas d'en savoir un peu plus tout à l'heure avec nos invités sur France Maghreb 2. Dans l'immédiat, je voulais vous soumettre ce sujet aujourd'hui, évoqué avec vous, auditeurs, auditrices, Sanan et Envers, dans le cadre de l'examen du projet de loi antiterroriste, qui a commencé d'ailleurs la semaine dernière. Les députés insoumis ont proposé, d'ailleurs dans le cadre de ce projet de loi, donc un amendement visant à sanctionner les entreprises donc ayant collaboré avec des organisations terroristes. Une proposition évidemment qui résonne avec l'actualité. Le cimentier franco-suisse Lafarge est en effet appliqué dans une enquête qui doit déterminer donc les liens qui ont pu être tissés entre les entreprises et Daesh pendant l'été 2016. L'affaire avait fait grand bruit, vous en souvenez évidemment, puisque Lafarge avait a priori donné de l'argent à Daesh pour que son usine puisse continuer de fonctionner en Syrie. Elle avait également acheté du pétrole à Daesh, apparemment. Après ces révélations, l'enquête a été confiée à 3 juges. Lafarge est aujourd'hui accusé de financement d'entreprises terroristes et de mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête devra déterminer quel a été le rôle exact de Lafarge, qui se défend en parlant de menaces pour la sécurité de ses collaborateurs, également dans l'approvisionnement pour faire fonctionner l'usine et faire distribuer donc ses produits. Quoi qu'il en soit, avant même que cette enquête aboutisse, donc, les députés de la France Insoumise ont souhaité placer dans leur projet de loi antiterroriste un amendement proposant que soient lancées des saisies amicales sur les entreprises suspectées, donc notamment de financer directement ou indirectement une commission d'actes terroristes à l'Assemblée nationale. Les députés a expliqué, un des députés de la France Insoumise a expliqué que nous souhaitons par cet amendement qu'il soit possible pour l'État de réquisitionner une telle entreprise pour faire cesser immédiatement le financement d'actes terroristes par une entreprise française. Cet amendement est raisonnable car il permet à l'État d'agir rapidement et de faire cesser quelque chose qui est insupportable, à savoir la cohésion d'une entreprise française avec l'ennemi. Sachez que cet amendement a été rejeté. Donc toute la question aujourd'hui, est-ce que les députés français ont finalement acté l'impunité concernant Lafarge dans cette affaire? Envers, ton avis? Mon avis est que peut-être qu'il serait temps d'accepter le fait qu'il y a une emprise de certains lobbies au niveau des députés. Quel que soit justement le changement, il y a une nouvelle majorité, mais ça ne change pas. Les lobbies sont là, et parce que les lobbies sont là, et qu'il faut accepter que les lobbies sont là, il faut peut-être les combattre, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu.
Hein, tu peux pas enlever un tel amendement justement qui traite d'une chose importante qui concerne tous les Français, quelle que soit leur conviction politique, et après te dire non, mais j'ai pas été influencé, personne ne m'a payé ou quoi que ce soit. Donc moi je pense que la question des lobbies et du lobbying des grandes entreprises au sein des députés se pose. Anan, ton avis là-dessus sur cette proposition de la France Insoumise rejetée à l'Assemblée nationale? Déjà, moi, je suis extrêmement choquée qu'effectivement une proposition de cette ampleur, qui est une proposition juste, soit rejetée. Est-ce que c'est le fait d'un lobby? Peut-être pas. Je sais pas. Est-ce que les nouveaux parlementaires, ou en tout cas les nouveaux députés de En Marche, ont déjà été approchés par 1001 lobbies? Mais en tout cas, on imagine qu'effectivement, ils ont peut-être eu pour consigne de rejeter cet amendement. Donc, juste un petit rappel sur l'origine de cet amendement. Donc on en parle beaucoup effectivement depuis le mois de juin suite à l'apparition de l'enquête du journal Le Monde. Le Canard enchaîné a rebalancé encore une info là il y a quelques semaines. Mais en fait l'origine de cet amendement, il a été lancé en fait par Jean-Luc Mélenchon lors du débat des présidentielles au mois de mars, où en fait il disait texto, je pense que c'est important de le redire, donc où il a lancé en fait ceux qui collaborent avec l'ennemi doivent être châtiés, en particulier l'entreprise Lafarge qui a payé les troupes de gens qui ont assassiné des gens chez nous. Ceux-là doivent être punis, réquisitionnés et en tout cas leur faire payer chèrement ce qu'ils ont fait. Donc 6 mois plus tard, on en est toujours au même point. Et ce qui m'étonne, en tout cas m'interpelle d'autant plus, c'est que effectivement on a un arsenal légal qui permettrait de faire condamner l'entreprise Lafarge, et ça n'a pas été fait. Et puis voilà, apparemment d'après le député Damien Lachaud, c'est ça? Oui. Ça fait 3 ans que ça aurait dû être fait, et que on est plus prompt à être ferme sur des fermetures de mosquées, comme il explique, que à venir condamner une entreprise nationale de poids, certes, mais une entreprise qui finance une organisation terroriste qui vient tuer chez nous. Donc là, je pense que qu'Emmanuel Macron, excusez-moi, je m'emballe un petit peu, mais voilà, il devrait vraiment intervenir sur cette affaire, et que on ait une condamnation ferme de ce qui s'est passé, parce qu'on n'a eu aucune condamnation du côté de l'État, pas de condamnation. Alors pour l'instant, donc la justice suit son cours dans cette affaire. Est-ce qu'il faut attendre une décision de justice pour que le président s'exprime, ou il peut d'ores et déjà on l'a vu d'ailleurs à différents... Franchement, faut pas attendre. Tu peux pas attendre une décision de justice pour condamner ce genre d'acte. À un moment donné, on est dans un moment assez grave. Voilà, entre l'attentat d'hier, le 13 novembre l'an dernier, qui passe très très vite. On en approche 1 an après ce 13 novembre et ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que voilà, il peut au moins dire que une enquête sera faite, ou que voilà, il faut laisser en cours. Faut qu'il parle. Il peut pas rester silencieux. C'est pas possible. T'as des gamins, chaque jour on passe notre temps à leur expliquer que l'argent n'est pas roi, qu'il y a des règles dans cette société, et puis là du jour au lendemain, voilà, il y a possible collusion d'une grande entreprise avec des terroristes qui nous flinguent. Donc c'est bien facile de dire ouais, c'est le musulman, il a dit Allahu Akbar, il a égorgé 2 personnes, mais ceux qui donnent l'argent justement à un genre de groupe, voilà. Et ce qui est encore plus grave, Christophe, c'est que l'entreprise Lafarge le justifie d'une drôle de façon. Elle se félicite effectivement d'avoir maintenu l'usine en activité dans un contexte de guerre, et elle se félicite en fait d'avoir permis à des salariés syriens d'être toujours en activité. Donc l'excuse est juste pas acceptable, quoi. Effectivement, en tout cas, votre avis nous intéresse évidemment sur ce sujet qui pose bien des questions. On rappelle donc que c'est l'entreprise franco-suisse qui s'appelle Lafarge, qui est accusée donc d'avoir payé Daesh pour assurer sa sécurité, pour continuer de faire fonctionner son usine en Syrie. Donc quand même les accusations sont graves. Il semblerait qu'il y ait eu quand même certains membres de Lafarge qui est reconnu, mais en expliquant qu'ils n'avaient pas le choix et que c'était ainsi pour faire continuer de faire fonctionner leur usine et leur entreprise, et surtout pour assurer aussi la sécurité de leurs collaborateurs. Voilà.
Et ce qui explique en fait, c'est il y a effectivement une plainte qui a été déposée, mais pas contre Lafarge, une plainte qui a été déposée contre X. Oui. Voilà. Enfin là, on se tape. Enfin, je comprends pas. Voilà, en tout cas on suivra ça évidemment de très près sur France Maghreb 2, sur cette information sur les députés les insoumis qui je pense n'entend pas peut-être en rester là et vont continuer à mettre la pression, on l'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont continuer à mettre la pression, mais je veux dire là l'amendement il a été rejeté. Pour l'heure. Voilà, pour l'heure, oui. Donc voilà, c'est possible de revenir dessus, Christophe ? Après je ne crois pas, non. Effectivement, c'est pas possible, mais peut-être qu'il y a un autre moyen. Ils peuvent le proposer d'une manière différente. Réécrit, en fait. Ils le réécrivent et puis et après voilà, de toute façon, il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête, prouver s'ils sont coupables ou pas. Et ça, il y a une enquête. Voilà. En parallèle, il y a une enquête de justice. Elle est ouverte. Hein. Oui, elle est ouverte. Elle est pas tout à fait finie, mais elle est ouverte. C'est ça. Alors, on va passer maintenant. On va commencer ce zapping avant de retrouver la plaidoirie de Hanan Zawani, qui va revenir sur l'intervention de Yasser Louati suite à son article dans le Muslim Post et son passage sur France Maghreb 2 et surtout la réaction de certains sur les réseaux sociaux qui posent des questions à Yasser Louati sur son militantisme. Du coup, ça, peut-être ça a donné en tout cas une possibilité à Hanan de faire une petite plaidoirie là-dessus. Le zapping. Alors, le zapping, on le fera dans un instant. Comme ça, on se débarrasse de la pub et on est de retour très vite avec également nos invités. Sur France Maghreb 2, on va recevoir donc normalement le frère de Yacine qui sera avec nous. Yacine, c'est ce jeune homme qui a été retrouvé mort dans une cave à Aulnay-sous-Bois. Cette affaire, on en parle pour essayer de faire la lumière avec la famille de Yacine. Merci d'être en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans votre émission le LGF au parfum de toutes les actualités puisque c'est l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble. Hanan Zawani, Envers de Santos qui sont avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et nous accueillons dans nos studios Aitem et Abdelrahman. Bonsoir à tous les deux. Bonjour à tous. Vous êtes des amis de Yacine Al-Rahmou. Oui, c'est ça, tout à fait. Yacine est donc ce jeune homme qui a été retrouvé mort dans une cave de Aulnay-sous-Bois le 14 septembre dernier. Et donc, que s'est-il passé depuis le 14 septembre Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la découverte de Yacine dans cette cave d'Aulnay-sous-Bois ? Très bien. Alors déjà, il faut savoir que Yacine a été retrouvé donc un matin décédé dans sa cave. À partir de là, la famille a tout fait pour savoir comment il est décédé. Ça a été une épreuve assez dure et après les premiers résultats, la première conclusion a été une crise cardiaque. Ouais. Donc premièrement, ça a été dans un premier temps, ça a été plus ou moins accepté par la famille malgré la difficulté. 2 jours plus tard, la famille est convoquée au commissariat et là on leur annonce qu'il est mort d'une overdose de cocaïne. Malheureusement pour les enquêteurs, on sait que Yacine n'était pas consommateur de cocaïne. Il n'a jamais consommé de stupéfiants et il n'était pas connu ni de ses amis ni de sa famille comme étant un trafiquant ou même un consommateur de stupéfiants quel qu'il soit. Je précise, vous êtes des amis de Yacine, hein ? Moi je suis un ami, je suis le meilleur ami de Bilal qui est le frère de Yacine et j'ai fréquenté Yacine. Et Abdelrahman, pareil. Moi c'était un ami très proche, un ami d'enfance, on a grandi ensemble. Yacine n'a jamais consommé de drogue. Jamais. Ne serait-ce que même le cannabis ou autre chose qui est répandu, même ça il consommait pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Yacine ? Quel type de jeune homme était-il ? Alors Yacine, c'était le type de personne extrêmement généreuse qui était vraiment accueillant, qui était vraiment très généreux. On sait qu'on dit ça de tous les morts, mais là, en particulier pour Yacine, c'est quelqu'un qui va vous accueillir à la maison avec grand plaisir. C'est quelqu'un qui est toujours souriant. Voilà, c'est quelqu'un qui actuellement a commencé une formation pour être chauffeur poids lourd. Ouais. Donc c'est un argument en plus pour dire pourquoi il irait prendre de la drogue alors que c'est totalement prohibé dans ce domaine. C'est quelqu'un qui vient de présenter une femme à sa famille pour se fiancer. Donc voilà, tout ce contexte familial, tout ce contexte actuel de sa vie ne va pas dans le sens d'une mort par overdose. Quel âge avait Yacine ?
Yacine avait 24 ans. Donc il Yacine. commençait, j'allais dire, la vie active, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous nous dites donc que la première conclusion de la police a été de dire qu'il est mort d'une overdose de cocaïne. C'est ça. Vous confirmez ici donc qu'il n'en a jamais pris. Jamais. Vous avez donc ensuite fait part de vos doutes en disant que Yacine n'a jamais consommé de drogue et que ça ne pouvait pas être le cas. Mais autre zone d'ombre dans cette affaire, c'est que a priori Yacine a été retrouvé, me dit-on, d'après mes informations, pantalon au genou et marqué sur beaucoup d'endroits sur le corps. C'est ça. Alors, après qu'on ait eu l'information que c'était une overdose de cocaïne, évidemment ça nous a interpellés, ça nous a mis un doute quand même, et nous avons demandé à faire une contre-expertise. Sauf que il s'est avéré qu'il était impossible de faire une contre-expertise. Pourquoi ? Parce que le procureur a décidé de bloquer le dossier, et tant que le procureur n'a pas donné le dossier au juge d'instruction, il est impossible de commencer une enquête et ainsi de demander la contre-expertise. Est-ce qu'il y a des raisons ? Parce qu'il a émis des Justement, il nous donne aucune raison. On a aucune information. Au jour d'aujourd'hui, l'avocat, plusieurs avocats qui ont été sollicités par la famille, aucun des avocats il a pu avoir accès au dossier. On n'a aucune information concernant la mort de Yacine. Vous nous dites que aucun avocat ne peut accéder au dossier, que la famille encore moins, et que le procureur bloque. Exactement. Pour espérer peut-être étouffer cette affaire et conclure finalement à ce qui était la première conclusion, à savoir d'une overdose, donc pour ce qui est de la mort de ce jeune Yacine. Tout à fait. Et je tiens à préciser que le procureur veut actuellement, enfin jusqu'à maintenant, il voulait classer cette affaire sans suite, comme quoi c'était une overdose, point. Je tiens également à préciser que la famille n'a pu voir le corps jusqu'à ce jour seulement 2 fois, et ce à travers une vitre, ce qui est absolument scandaleux. Mais comment le procureur explique les marques sur ce corps ? Est-ce qu'il s'en explique pas ? Je veux dire, il n'explique pas les marques sur le corps. Ils disent simplement que lorsqu'il est tombé face contre le mur, c'est ça qui a provoqué des marques. Mais comment on peut se retrouver avec un pantalon au genou, etc. C'est ça. Justement, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, parce que en fait, le premier jour, les policiers à qui la famille sont partis demander des informations, les policiers qui enquêtaient sur l'affaire, ils nous disaient qu'il y avait seulement une petite marque au niveau du front, seulement une petite marque qui serait due au fait qu'il soit tombé après la crise cardiaque. Mais le problème, c'est que la famille et les proches, en allant voir le corps, ils se sont rendus compte que c'était un visage qui était marqué de tous les côtés. Double choc pour la famille, du coup. Exactement. C'est un grand choc. C'est un grand choc. Et aujourd'hui, donc, on en est où ? C'est-à-dire que, a priori, il y a un rendez-vous qui est peut-être en train d'avoir lieu, là ? Exactement. Donc, samedi dernier, nous avons organisé une mobilisation à Aulnay-sous-Bois. Oui. On était entre 300 et 500 personnes. Il y avait du monde, oui. Il y avait du monde. Parce que c'est une histoire qui a touché toutes les générations, c'est une histoire qui a touché beaucoup de cœurs, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Exactement, parce que c'est une histoire qui est totalement floue. On comprend absolument rien, même les plus proches, on ne sait toujours pas, alors qu'on est à J17, de quoi il est mort. C'est impressionnant. Donc samedi dernier, on était entre 300 et 500 personnes à Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, nous étions une 50aine de personnes devant le tribunal de Bobigny. Ouais. Au bout d'1 heure, le procureur a accepté, enfin je ne sais pas c'est qui, c'est le procureur ou en tout cas le tribunal a accepté de recevoir la famille. Donc là j'ai laissé justement le frère et sa famille en rendez-vous au tribunal. Alors là juste une info si tu permets, on a France Bleu effectivement qui nous confirme que la famille de Yacine sera reçue ce mercredi par le procureur de la République de Bobigny. Effectivement, il y a un rendez-vous qui a été fixé pour mercredi après-midi à Bobigny. On attend de ce rendez-vous quand même des éclaircissements de la part du procureur. On l'a interpellé à maintes et maintes reprises en espérant avoir des réponses. On a une demande qui est simple, c'est déjà d'avoir la vérité. Comment ? C'est en n'écartant pas la piste criminelle. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir accès au dossier pour ainsi passer le dossier au juge d'instruction
et commencer une enquête qui est criminelle. La plainte, il faut savoir qu'une plainte a été déposée 8 jours après le crime. 8 jours il y a des éléments troublants parce que du coup lors du rassemblement on a plusieurs personnes qui ont pris la parole, dont une effectivement qui précisait que l'accès à la cave, en fait 2 heures plus tard il n'y avait aucun cordon de sécurité de posé, donc la scène de mort ou du crime, on ne sait pas en fait, elle n'a pas été protégée. Je confirme que la cave n'a absolument pas été scellée. Pour relever des empreintes ou quoi, ok. Absolument pas. Rien qui a été fait. L'affaire a été totalement bâclée. La scène de crime a été ouverte 2 heures plus tard, voire avant. Moi-même, je suis descendu dans cette cave. On a pu faire des prélèvements nous-mêmes de sang qui apparemment les enquêteurs ont dit qu'il n'y avait pas. Mais alors que nous, on a trouvé du sang. On a trouvé du sang dans des projections. Exactement. La cave a été seulement balayée. Quand on est arrivé après, elle a été seulement balayée. Mais qui a balayé la cave? On ne sait pas. C'est grave. C'est quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Exactement. Du coup, d'où vos interrogations. Pour être plus précis. Ouais. 19 zones d'ombre qu'on a 19 qu'on a pu relever et c'est extrêmement frustrant. Comment vous expliquez que la police, ou plutôt la justice en tout cas, s'acharne à ne pas chercher la vérité? Voilà. Nous, on n'accuse personne. Il faut savoir qu'on n'accuse personne. On veut juste la vérité. Dans un premier temps, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit du 13 au 14 septembre. Voilà, ça c'est la première question. Et encore une fois, le seul élément qui peut nous faire avancer pour avoir cette réponse, c'est d'avoir accès à ce dossier, effectuer une contre-expertise, et ce le plus rapidement possible, de par notre culte. Vous le savez, nous devons enterrer nos défunts le plus rapidement possible. Et là, ça va faire presque 3 semaines et il est intolérable qu'on n'ait toujours pas pu voir le corps de proche et ni l'enterrer. C'est très dur pour la famille, c'est intolérable, c'est grave qu'en France, en 2017, on doit se battre ainsi pour avoir des réponses simples et que n'importe quel citoyen, n'importe quel autre citoyen aurait eu la réponse en 3 jours. Abdelrahman, pardonnez-moi de vous poser la question ainsi, vous qui êtes quelqu'un qui l'avait bien connu, est-ce que vous n'envisagez pas que peut-être Yacine ait voulu tester, essayer ce type de produit et que ce soit mal déroulé avec un acheteur ou un vendeur potentiel? Vous l'excluez totalement? Moi personnellement, je l'exclus totalement. Parce que je vais vous faire un peu le profil de Yacine Rahmou. C'était un ami proche, c'était quelqu'un qui voulait le bien, quand quelqu'un faisait une mauvaise chose, un ami à côté de lui faisait une mauvaise chose, il donnait les bons conseils. On entamait, justement, moi je suis avec lui, on entamait notre formation pour avoir nos permis poids lourds. C'est-à-dire que il fumait pas, même un petit joint il fumait pas, même fumer sur un joint il fumait pas. Il prenait aucune substance illégale, aucune substance qui aurait pu lui faire perdre son permis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est impossible qu'il ait pris de la cocaïne. Déjà, c'était à 4h du matin. Sa mère, elle l'appelait à 4h40. On prend pas de la cocaïne avant de monter chez soi pour voir sa mère. C'est impossible. Voilà, faut savoir que juste avant, en fait, il était avec des amis, en train de jouer au poker. Il y a sa mère qui lui a passé un coup de téléphone. Si on recadre un petit peu, tâchons de recadrer. On va quand même replacer le contexte, c'est assez important en l'occurrence. C'est qu'il était avec des amis. Ils attendaient en fait 5h du matin à peu près, 5-6 heures pour aller les déposer à l'aéroport, parce qu'il y avait un ami qui allait à l'aéroport. D'accord. Et de peur de pas se réveiller, donc ils ont décidé de faire une nuit blanche pour pouvoir l'accompagner et ainsi et jouer au poker donc. En attendant. Rien de plus classique. Voilà. Donc à ce moment-là. Après moi j'aurais juste envie de rajouter, j'ai aucun doute quant au fait que Yacine ce soit un garçon bien. Sa maman l'a dit, son frère l'a dit, sa sœur l'a dit, tous les amis l'ont dit. Donc dans le quartier c'est quelqu'un qui a une belle réputation, quelqu'un qui était apprécié. Voilà, qui était apprécié. Mais maintenant j'ai juste envie de dire que il ait pris de la cocaïne ou qu'il ait pas pris de la cocaïne. Le problème il est pas là. C'est que aujourd'hui la famille demande une enquête, que cette personne a été retrouvée morte dans une cave toute seule.
dans des circonstances qui sont plus que floues. Donc, quelle que soit la situation de la famille, que ce soit un mauvais garçon ou un bon garçon, peu importe. La famille demande juste à ce que la justice fasse son travail et que la recherche de vérité soit établie, tout simplement. Tout à fait, mais on tient quand même à ne pas ternir son image, ni celle de sa famille. Oui. Parce que le faire passer, excusez-moi pour le terme, pour un camé, bien sûr. C'est absolument juste pas possible. Alors, juste on va rappeler, donc il était avec des amis en train de jouer au poker, donc puisqu'ils attendaient 5-6 heures du matin, vous nous dites, pour accompagner un ami donc à l'aéroport. Il est parti de cette soirée parce que sa maman l'a appelé, c'est ça? C'est exactement en fait, sa mère, elle l'a appelé, elle devait partir au travail aux alentours de 4h40. Ouais. Donc elle l'a appelé pour qu'il vienne récupérer les clés de chez lui pour qu'il puisse rentrer parce qu'il avait pas le double. D'accord. Et entre le moment où il a quitté nos amis et l'appel, on n'a plus eu de nouvelles. Ensuite, il n'y avait plus de nouvelles jusqu'à 10h30. Mais ça veut dire que s'il avait pris en tout cas de la cocaïne, il aurait pris avec ses amis. Donc, or, personne n'en a pris dans cette soirée. Personne n'en a pris. Et c'était à distance, combien de distance ils étaient garés dans une voiture, voilà, une trentaine de mètres du bâtiment où il habitait, Yacine. Voilà. Donc, du moment où il quitte la soirée, où il est avec ses amis en train de jouer au poker et il doit aller chercher les clés, donc chez lui, qui est une trentaine de mètres, il n'est jamais monté chez lui. Et s'est retrouvé dans cette cave. Il s'est retrouvé dans la cave. Exactement. Donc nous, on comprend pas. Voilà, le timing, il est un peu serré quand même pour prendre de la cocaïne. Est-ce qu'il y a une estimation de l'heure du décès? Ils estiment, si je me trompe pas, entre 5h et... C'est ça, entre 5h30 et 7h. C'est à peu près ça. Entre 5 et 7h en gros. Ouais. Rien n'a été... la famille n'a reçu aucun papier officiel depuis le décès. Comment il a été retrouvé? Il a été retrouvé face contre le mur, de dos à la sortie. C'est assez bizarre déjà. Parce que naturellement, si quelqu'un se sent en danger, il va plutôt aller vers la sortie, c'est instinctif. Pantalon baissé jusqu'au genou, avec de multiples traces donc sur le visage. Et qui a eu, on n'a vu que le visage pour l'instant. Qui a eu l'idée d'aller faire un tour dans la cave pour voir s'il y était? C'est le dératiseur. C'est un dératiseur. La personne qui l'a trouvé, c'était un dératiseur. Un dératiseur qui venait intervenir dans le bâtiment. La journée. La journée, exactement. Apparemment, il l'a trouvé à 10h, aux alentours de 10h. Donc on imagine l'état de la maman et de la famille en se disant mais il est où, etc. Des amis aussi qui le cherchent partout, quoi. C'est exactement ça. Donc, vous l'avez compris, cette affaire est vraiment plus que... J'allais entamer plus ambigu, voilà, c'est le terme exact. Avec 19 zones d'ombre que vous avez donc vous relevées, vous demandez à ce que justice soit faite. Je vous demande, messieurs, de vous adresser à ceux qui, peut-être, par colère, on peut le comprendre, mais on ne comprend pas la violence qui agite le quartier d'Aulnay-sous-Bois depuis 2 jours maintenant. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes? Donc, il faut savoir qu'on ne tolère pas la violence ou quelle que soit la forme de cette violence et quel que soit le type de violence, on ne cautionne absolument pas. Mais il faut savoir aussi que c'est un moment assez difficile pour la famille. Elle a fait, et nous avons fait un appel au calme plusieurs fois depuis le début. Nous continuons à faire un appel au calme. Ça c'est rédhibitoire. Et nous continuerons à le faire. Mais il faut savoir aussi que la famille, en l'occurrence, il y a mort d'homme. Donc la famille est vraiment occupée avec le tribunal, avec le procureur, avec des députés. On essaie de faire intervenir n'importe quelle personne qui peut. Vous avez le soutien de députés aujourd'hui? On n'a aucun soutien aujourd'hui. Est-ce que cette affaire a été un peu médiatisée? Est-ce que les médias sont venus vous voir? Est-ce qu'ils sont venus à Aulnay pour un peu savoir, essayer de questionner? Oui, et les médias ont commencé à venir à partir du moment où il y a eu des mobilisations, à partir du moment où il y a eu des voitures brûlées. C'est là où on a commencé à voir les médias et pas avant. Donc à partir grosso modo de samedi dernier, c'est là où on a commencé à avoir réellement des médias et une médiatisation qui peut nous apporter peut-être la vérité. Donc Item, juste une petite parenthèse, déjà vous avez le soutien des personnes qui étaient là samedi, vous avez du soutien sur les réseaux sociaux, vous avez le soutien de la radio et Enver qui est là et Enver vous suggère de lancer une pétition
Voilà, c'est des moyens effectivement de mobilisation qui sont importants et qui vont apporter du poids à votre demande. Donc voilà, lancez une pétition. Il faut savoir qu'on on va sur les réseaux sociaux pour forcer le gouvernement à bouger. On va en parler à la famille. Il faut savoir que c'est la famille qui prend Bien sûr. toutes les décisions. Ouais. Donc nous remonterons cette information et cette demande effectivement qui est une bonne idée à la famille, en espérant que ça puisse faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a une page Facebook qui a été ouverte? Oui, Il y en a une. Vérité pour Yacine. Vérité pour Yacine, je demande vraiment à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, là vous peut-être rentrez du travail, vous découvrez cette affaire parce que pas beaucoup de médias en a parlé. On a décidé en tout cas de nous d'en parler parce que cette affaire est très grave. Merci à vous. Et on a décidé en tout cas de vous donner la parole et surtout à ce que vous puissiez obtenir, à ce que justice soit faite et que votre demande puisse enfin aboutir. Rappelons qu'il y a un rendez-vous de prévu donc au tribunal mercredi après-midi avec la famille et nous vous demandons donc d'aller tous liker cette page donc Facebook Vérité pour Yacine pour que vous soyez donc informés de ce qui va se passer pour Yacine et cette histoire étant maintenant médiatisée sur France Maghreb 2 comme à chaque fois que l'on évoque une affaire on la suit donc du début jusqu'à la fin. Pour cette fin, on espère que ça sera le plus rapidement possible. Malheureusement, c'est la fin d'un jeune homme de 24 ans qui avait une vie prometteuse, qui s'est arrêté brusquement et on ne connaît pas pourquoi. On ne connaît pas les raisons. C'est ce qui est toute évidemment la difficulté que nous avons aujourd'hui avec sa famille que nous soutenons bien entendu. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous en prie. Non, absolument rien. Juste qu'on interpelle encore une fois le procureur, on interpelle le ministre, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, tous ceux qui peuvent intervenir pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. On ne demande pas la lune, on ne demande rien de spécial, on demande ce que n'importe quel citoyen au monde doit avoir. Ça veut dire son droit, ça veut dire la vérité et la justice. Ça sera tout. Merci. Merci à vous. Merci Abdelrahman. Merci à Item. Beaucoup de courage les enfants. Merci. Et vous, évidemment, passerez notre salam à toute la famille. Inch'Allah. Et dites-leur qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute de la radio et qui sont avec eux. Voilà. Donc Vérité pour Yacine. Il faut aller liker donc la page Facebook. On compte sur vous évidemment et on va se tenir informés. Et si toutefois vous devez revenir, il y a d'autres rassemblements qui sont prévus, Item et Abdelrahman. Effectivement, on a un rassemblement. Très bien. Ça il faut le dire. Voilà, rassemblement. Ouais. Quand? On a un rassemblement à la mairie d'Aulnay jeudi, on sera le 5 à 17h. 17h, mairie d'Aulnay. Donc, est-ce que la mairie d'ailleurs vous soutient ou soutient la famille quelle est la réaction du maire? On a été reçu par le maire. Ouais. On a été reçu par le maire et faut dire qu'on a forcé pour être reçu par le maire. Il y a eu des paroles qui ont été dites, on a exposé l'affaire. Le maire, il a rien dit de concret. Il nous a demandé le numéro de l'avocat pour prendre contact avec l'avocat et pour apparemment appuyer nos demandes de contre-expertise, d'accès aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Ah, il y a des caméras qui étaient à proximité. Justement, à l'entrée de notre quartier, en fait, il y a une caméra qui surplombe l'entrée du quartier, qui voit toutes les entrées et toutes les sorties. Et apparemment, il y a eu un camion qui est passé, je sais pas quel jour exactement, mais un camion blanc qui est passé le lendemain et qui est passé. Qu'ils ont 19 zones d'ombre. Exactement, ils ont touché à la caméra le lendemain, alors que ils y ont pas touché depuis des années, j'ai envie de dire. Pourquoi le lendemain? Peut-être que c'est un hasard, peut-être que pas, mais nous on essaie d'explorer toutes les pistes. En tout cas, vous n'accusez pas, vous posez simplement des questions et vous exposez vos zones d'ombre qui sont très nombreuses et troublantes. Du coup, la vérité doit être faite parce qu'on croit quand même en la justice dans ce pays et elle doit être faite en la mémoire de Yacine pour savoir ce qui s'est passé. Et si tel est le cas, il doit y avoir punition s'il y a eu crime. Exactement. Et rapidement. Personne ne mérite de mourir. De mourir et déjà. Surtout pas de la sorte. Parce que mourir, on va tous mourir, mais pas de cette façon-là. Ouais. Pas de cette façon-là. Écoutez, on se tiendra informé en tout cas. Et si toutefois donc le frère, la sœur ou vous-même d'ailleurs, vous devez revenir pour apporter des éléments supplémentaires. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Voilà. Sachez que le micro vous est ouvert. Merci à Item, merci Abdelrahman et encore une fois bon courage. Et toutes nos condoléances et bon courage pour cette épreuve difficile. Merci beaucoup. Voilà, donc vérité pour Yacine, on compte sur vous pour aller liker la page Facebook bien sûr, pour se tenir informé de cette affaire. Vous l'avez entendu, plus que troublante, plus que louche. Et on va demander, on exige et on demande, accompagné de la famille, à ce que la justice soit faite
pour cette affaire. On va faire la pub tout de suite et on est de retour très vite sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Le Grand Forum, c'est l'émission qui vous ressemble, mais qui vous rassemble aussi. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Voilà, donc j'espère que chacun et chacune va aller se renseigner sur cette affaire qui est plus que ambigu. On peut le dire, les mots sont faibles parce que effectivement, ayant discuté avec le meilleur ami de Yacine, Abdelrahman, et Aïten qui était donc dans le studio pour nous faire part de cette affaire du côté d'Aulnay-sous-Bois et de ce jeune homme de 24 ans retrouvé mort dans sa cave. On rappelle quand même, il sortait d'une soirée où il a joué au poker avec ses amis toute la nuit. Sa maman l'appelle pour rentrer à la maison et venir chercher les clés. C'est à 30 mètres d'intervalle et il n'est jamais rentré. A été retrouvé par un dératiseur à 10h du matin dans la cave, à moitié dénudé et surtout marqué sur le corps. Sauf que la police a conclu rapidement à une overdose de cocaïne et n'a jamais en tout cas tenté de faire de quelconque prélèvement. La cave apparemment, d'après le témoignage de ses amis, a été vite abandonnée parce que normalement il y a enquête, on vérifie, on relève des empreintes, il n'y a rien n'a été fait a priori. Et également une autre zone d'ombre très importante, c'est que les caméras de surveillance, vidéosurveillance, ont été apparemment modifiées le lendemain. Enfin, modifié, on sait pas. En tout cas, elles ont été visitées. Il y a eu intervention sur ces caméras de la part d'un camion blanc. Oui, absolument. Oui. T'as raison, Anan. Oui. Soyons précis sur les termes. C'est très important. En tout cas, voilà. Vérité pour Yacine, c'est la page Facebook que nous vous recommandons d'aller liker pour connaître donc toute la vérité sur la mort de Yacine et surtout le fait que un rendez-vous soit apparemment acté pour mercredi après-midi. Information de nos confrères de France Bleu. Bon, on va suivre ça de très très près, si vous voulez bien, et on sera donc Anan du rassemblement jeudi à 17h devant la mairie d'Aulnay. Jeudi à 17h, Inch'Allah. Voilà. On va justement maintenant passer aux avis tranchés de Madame Hanan Zawani qui va, mon cher ami Envers, nous faire une plaidoirie. Oui. Maître Hanan Zawani, je l'appelle à la barre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nous écoutons donc Maître Hanan Zawani. Bon, un petit plaidoyer pour les militants, suite à une réaction que j'ai vue sur Facebook, en fait, où on reprenait Yasser Louati suite à son intervention sur France Maghreb 2, justement, enfin sur le LGF, concernant sa tribune sur l'état d'urgence, où en fait on lui disait oui, mais Yasser, pourquoi la référence à la Gestapo? Pourquoi tu ne dénonces pas les imams et responsables d'associations qui dénoncent des innocents? Donc réponse de Yasser, je n'ai pas la place ni le temps de tout dénoncer dans un seul papier, aux fidèles de prendre en main leur mosquée. Donc oui, ça m'a extrêmement choqué cette réaction. Donc je tenais juste à préciser que les militants c'était des militants, qu'ils étaient là parce que ils avaient envie d'agir, qu'ils avaient envie, qu'ils refusaient d'être de simples observateurs des abus et des injustices, mais que à côté de ça, c'est pas des super héros. Je veux dire, quand on est militant, on peut pas militer sur tout. Voilà, donc un militant, il va choisir une cause qui va le toucher parce que il a été touché d'un point de vue personnel ou parce que ça lui parle par rapport à son environnement social. Donc on a tout type de militants. On a des militants qui vont lutter contre les violences policières, des militants qui vont lutter contre le racisme, des militants qui vont lutter pour l'écologie. Mais c'est aussi à vous, citoyens, auditeurs, voisins, de vous responsabiliser. Un militant, il peut pas faire le travail à notre place. Donc c'est-à-dire qu'il va interpeller notre conscience, il va faire des manifestations, il va participer à des grèves, il va faire des plaidoyer, il va être actif sur les réseaux sociaux, mais que si à un moment nous on ne se responsabilise pas, l'action du militant elle n'aura pas d'impact. Donc c'est juste vous dire que c'est aussi à nous
de nous organiser. Donc quand il y a des violences policières dans le quartier, comme là c'est quand il y a des choses qui se passent dans des quartiers, comme là c'est le cas pour Yassine, donc ce jeune défunt. Et oui, c'est à nous de nous organiser, de mettre en place des rassemblements, d'aller chercher des preuves, d'aller chercher d'autres militants. Et puis de s'organiser tout simplement. Donc ce que je vous demande par ce plaidoyer-là, c'est soutenir les militants par leur action, en partageant leurs informations, en allant aux manifestations, mais surtout agissez par vous-même. Un partage sur Facebook ou un RT sur Twitter, c'est bien, mais à un moment il faut descendre en bas de son quartier et trouver une solution pour s'organiser. Voilà. Tout simplement. Merci Anan, voilà, pour cet avis tranché, bien tranchant, comme d'habitude, de Anan Zawani. Donc pour aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs réserver votre réaction tout à l'heure dans le cadre de Libertad, bien sûr, au 01 40 33 9000. Vous pourrez bien sûr intervenir tout à l'heure en toute liberté pour nous donner votre avis sur tous les sujets abordés, mais pas seulement. Si vous avez envie de nous faire part de quelque chose, vous pourrez le faire en toute liberté, bien sûr. Tout à l'heure, on va retrouver celui d'Anvers de Santos dans un instant, bien sûr. Tout à fait. Mais avant toute chose, on va passer au zapping donc pour aujourd'hui. En ce lundi 2 octobre, ça y est, nous y sommes, 2 octobre, ça passe vite. Voilà, bientôt l'hiver, bientôt le froid, etc. Bon. Bientôt l'automne. Bah oui, l'automne, on est en automne, Nanan. On est en automne. Ah non, c'est pas vrai. Ça fait déjà 10 jours. J'ai raté l'occasion de la fin du mois, on va changer d'heure et là ça va être terrible parce qu'il va faire nuit super tôt. Dès qu'on va terminer le grand forum, il fera nuit, tu vois. Donc j'ai raté l'occasion de me taire. C'est pas grave. Alors, le zapping, on va commencer donc avec cette fusillade à Las Vegas. Un homme a ouvert le feu sur la foule au cours d'un concert de country faisant au moins plus de 50 morts et 400 blessés. L'homme a été abattu par la police. En tout cas, écoutez le compte rendu du chef de la police de Las Vegas, Joseph Lombardo. Écoutez. Nous avons eu affaire à une fusillade à 22h08 cette nuit. Nous avons reçu des appels évoquant de multiples coups de feu tirés depuis Mandalay Bay vers le concert de Route 91. Après station et intervention, nous avons déterminé la présence d'un tireur au 32e étage du Mandalay Bay. Les policiers ont engagé le tir sur le suspect. Il est à présent mort. Il s'agit d'un résident de la zone. Je ne donnerai pas son nom aujourd'hui, mais nous cherchons un de ses compagnons de voyage. Voilà pour donc ce shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo. Précise d'ailleurs que d'après les nouvelles informations concernant cette enquête, enfin cette tuerie de Las Vegas, une véritable boucherie même, l'homme se serait tiré dessus avant que la police arrive. Donc voilà, le bilan est très lourd et ne cesse de s'alourdir et risque encore de s'alourdir. On parle donc d'au moins 50 morts et plus de entre 200 et 400 blessés. Donc c'est très violent pour un lundi, pour un début de semaine. Pour cette journée de non-violence envers. Là, au niveau des réseaux sociaux, on voit bien sûr des messages de soutien aux victimes. Ouais. Mais encore une fois, il y a ce débat qui remonte donc sur l'autorisation de port d'armes. Donc on voit que Trump est interpellé. Mais j'ai juste envie de dire, il faut arrêter de crier au Trump, de crier au loup. Les armes, c'est un vrai marché, c'est un vrai lobby. Là, il y a 50 morts, mais il y en a eu d'autres dans les universités, etc. Ouais. Et c'est pas demain la veille que le port d'armes va être interdit, C'est clair. Autre affaire, évidemment, qui nous emmène un peu plus près de chez nous. Les horloges de Saint-Charles n'affichent pas encore tout à fait 14h lorsque des détonations sont entendues sur le parvis de la gare marseillaise. Des militaires de l'opération Sentinelle ouvrent le feu sur un homme qui vient juste de tuer 2 jeunes femmes à coups de couteau. Écoutez le témoignage de cette voyageuse qui était a priori pas très loin de la scène.
Bon, avec mes voisins, on se méfiait un petit peu parce que on trouvait qu'il y avait un gars qui avait l'air un peu louche et ils m'ont dit ouais regarde, il a quelque chose dans sa manche et on l'a vu effectivement 30 secondes après débouler sur la fille de dos, la poignarder dans le cou et en criant à la Akbar. Et j'ai pas cherché, je suis partie en courant et j'ai vu une autre fille par terre blessée à l'abdomen et il s'en est pris à la première venue. Ça aurait pu être moi, j'ai 2 enfants, à cette heure-ci ils auraient pu perdre leur maman. Voilà, témoignage donc de cette femme qui était à proximité et pour qui donc ça aurait pu être malheureusement elle, nous dit-elle. Donc elle nous raconte un petit peu la scène hier. Sachez quand même que le groupe Daesh donc a revendiqué cette attaque. On peut imaginer peut-être c'est justement d'ailleurs envers Yanan que c'est de l'opportunisme de la part de Daesh qui récupère tout ce qui bouge et tout ce qui est la moindre attaque. Ouais. Voilà, on peut considérer. On peut se poser la question en tout cas. On peut se poser la question, oui. Ouais. Si demain il y a un cheval qui est attaqué, je suis sûr qu'ils vont le revendiquer. Bien sûr, évidemment. Le maire de Marseille, lui, Jean-Claude Gaudin, n'a pas attendu en tout cas ce message de Daesh pour caractériser ce double meurtre. Jusqu'à présent, nous avions pu échapper à ce genre d'événement dramatique. Je pense, moi, réellement qu'il s'agit d'un attentat. L'individu qui a été tué, il semblerait que cet individu avait plusieurs identités. Effectivement, a priori 7 identités exactement, 7 noms différents répertoriés en France et à l'étranger, mais ils n'étaient pas connus des services antiterroristes, seulement par la police pour des faits de délinquance. Gérard Collomb, lui, s'est voulu très prudent sur le caractère terroriste. En fin d'après-midi, c'était avant que Daesh nous revendique. L'attaque s'est déroulée en 2 temps, comme l'explique le ministre de l'Intérieur qui a visionné les images de vidéosurveillance de la gare. Ce qui est étrange, si vous voulez, dans la vidéo, c'est que la personne commence par commettre le crime sur une première personne, puis il s'enfuit. Et ensuite, il revient sur ses pas pour tuer la seconde personne. Voilà, c'est un élément d'interrogation en ce moment. Voilà pour ce qui est donc du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui s'est voulu plus prudent que Jean-Claude Gaudin concernant le caractéristique s'il s'agit ou pas d'un attentat. Bon, on va juste dire que c'est pas parce que Daesh a revendiqué, encore une fois, quoi qu'il en soit, c'est un meurtre gratuit de 2 jeunes filles qui ont perdu la vie, à cause de... Paix à leur âme. Paix à leur âme, effectivement. Ouais. Et beaucoup de courage. Apparemment, c'était un petit peu les. C'est extrêmement choquant quand même, parce que là, on est en train de se dire qu'il y a tout type de menaces. Là, sur Las Vegas, on se dit que il suffit d'avoir une Kalachnikov ou que sais-je, et on peut tuer 50 personnes d'un coup. Au Bataclan, hein. Oui, mais là, c'est autre chose là. Ouais. Avec une voiture ou un camion, on peut tuer des gens. Avec des couteaux, maintenant, on peut tuer des gens. Enfin, non, mais on a toujours vraiment pu faire ça. Hein. Les meurtres sont ce qu'ils sont. Après, on va leur attribuer le nom de attentat, génocide, etc. Voulez, ouais. C'est un meurtre, c'est un meurtre. Après, malheureusement, on a trop tendance à vouloir attribuer des degrés. Par exemple, hier, il y a eu Lille avec Marseille, Paris avec Marseille. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va se sortir les doigts du nez, pour pas dire autre chose, et tout ensemble derrière. C'est pas telle ville ou telle ville, sauf qu'on est toujours en train de telle ville avec telle ville, les États-Unis il se passe ça parce qu'il y a les armes, etc. Peut-être que si le monde était, après c'est peut-être un message de bisounours, mais si le monde était moins pourri, et peut-être que si on était moins égoïste, peut-être que ce genre de choses arriverait moins. Alors, avant de retrouver justement ton avis tranché, mon cher. Moi j'adore les bisounours. Oui, j'imagine. On va parler de cette séquence à la fois violente dans les mots et dans la forme, à laquelle on a pu assister samedi soir dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. L'incident avait été annoncé d'ailleurs quelques jours auparavant, puisque l'émission est enregistrée jeudi soir. Venu faire la promotion de son livre Parler, qui évoque l'agression sexuelle dont elle affirme avoir été victime de la part de l'ancien député Denis Baupin. L'ancien élu Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, n'a pu retenir ses larmes face aux réactions de Christine Angot, encore elle, et surtout d'un gros coup de colère de cette dernière lorsque Sandrine Rousseau évoque les gens formés à l'écoute. Non mais en effet, vous savez pas comment dire, formés pour accueillir la parole. Non mais moi, attendez, moi je retourne dans ma loge, c'est pas possible, moi je peux pas entendre des trucs. Des gens, non mais rien ne m'énerve, formés pour accueillir, c'est pas possible, moi je ne peux pas entendre ça. Essayez de le comprendre, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas. C'est tellement...
c'est un blabla, formé pour accueillir la parole. Mais arrêtez. Comment on fait dans un parti politique? Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. On le fait avec l'humain, on le fait avec des oreilles, on le fait parce qu'on a des yeux, on le fait parce qu'on écoute. Ça ne s'est pas fait. Enfin, Christine, je l'ai dit à toutes les directions d'Europe Écologie Les Verts depuis que ça m'est arrivé. Je l'ai dit. Mais j'en ai fait. Il y a personne. Jamais. Mais évidemment qu'il y a personne. Et donc, mais évidemment qu'il y a personne. À un moment donné, entendent le message. Mais non. Ça n'existe pas. Voilà. C'est comme ça, il faut se mettre ça dans la tête. Il y a personne qui peut entendre. Mais comment on se débrouille? Non, ça, je peux pas me résoudre à ça. Je trouve ça purement scandaleux. Elle est complètement hystérique. Laurent Ruquier devrait la renvoyer sur le champ. Franchement, je vous dis honnêtement, c'est vraiment un scandale purement et simplement. Cette fille apparemment a piqué une crise de nerfs dans sa loge, est partie, a quitté le plateau. Elle est pas là pour faire la leçon aux gens. Non, mais... Elle est là pour les interviewer, pour poser des questions. Mais là, c'était un pire qu'un tribunal. Là, c'est horrible, là, quoi. C'est exactement ça. Elle donne, elle est honteuse, vraiment. Tu sais, ici, t'as l'exercice parfait de ce que malheureusement aujourd'hui est devenu un certain journalisme. C'est qu'on est là pour faire de l'audimat. C'est pas journaliste. Hein. Non, mais justement, c'est que en gros, tu sais, Ruquier, il répond à cette espèce de côté où je veux faire du buzz. C'est bien gentil de s'excuser après, mais le gars avait Zemmour dans son émission qui disait des conneries et ça lui plaisait bien. Il a une nana comme un Ango qui est là, etc. Pareil, et ça lui plaît bien aussi parce que ça va faire du buzz et parce qu'après on va en parler le lundi. Le problème, c'est que voilà, il y a une agression normale d'une femme contre une autre femme qui a subi des choses qui à un moment donné l'ont marqué et ça gêne personne. Et c'est France Télévisions, c'est la télévision publique. Non, mais là, ce qu'elle lui demande de faire, elle lui demande de se taire. Ouais, en fait, c'est ce qu'elle est en train de faire. T'as pas Mais c'est pire que ça. Elle lui demande de revivre ce qu'elle a subi et de ne partager avec personne. C'est même pas simplement de lui dire ferme ta bouche. C'est vraiment, t'as subi ça, tu ravales ton caquet. J'ai assisté à la diffusion parce que du coup, oui, il y avait des hashtags sur Twitter et le bordel, donc excusez-moi. Donc du coup, je me suis dit bon allez, prends sur toi, va voir. Ouais. On découvre, effectivement, là on l'entend verte de colère et tout ça. Ils ont coupé. Mais ils ont vraiment coupé. À ce qui paraît, elle est rentrée dans une crise de nerfs juste pas possible. Et là, en fait, on voit à la fin de l'interview une Christine Angot toute calme. Il y a Marlène Schiappa, là, l'information vient de sortir, qui adresse un signalement au CSA très bien. concernant cette séquence. Faites-en autant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez été outrés comme nous. Vous allez sur le site du CSA, csa.fr. Il y a une possibilité de faire des signalements. Faites des signalements parce que c'est Elle a été envoyée et Marlène Schiappa, là pour le coup, je lui dis bravo. Et d'ailleurs, il y a une autre vidéo, peut-être qu'on en parlera peut-être un peu plus tard dans la semaine, qui m'a outré, choqué, de la part de Yacine Bellatar sur Radio Nova. C'est juste scandaleux. Voilà, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est une parodie sur une chanson de Charles Aznavour avec la voix de Jean-Marie Le Pen avec des propos absolument immondes de la part de ce monsieur. C'est vraiment scandaleux. Bref, on termine ce zapping avec Bernard de la Villardière qui récidive hier soir sur M6. Au travers de son émission Dossier Tabou qui était diffusée hier soir. Donc, il s'intéressait au harcèlement. Donc vous allez me dire, pas de lien normalement avec les musulmans et l'islam. Séquence qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, puisqu'à Creil, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans l'Oise, des femmes aimeraient se déplacer librement, ne serait-ce que d'aller dans un café, mais c'est impossible, les hommes l'interdisent, alors elles se sont regroupées avec les caméras d'M6, elles tentent simplement de se promener, et soudain, un homme les interpelle, et c'est parfait pour l'audience de Dossier Tabou. Soudain, un homme s'emporte. D'accord. Mais on fait le tour de la rue. On suit une association. C'est quoi votre association là? Vous voulez mettre... Ils sont d'ici, ils sont de Creil. Ah mais vous voulez que nos mères boivent des cafés avec des hommes, c'est ça votre association? Je sais pas, il y a des gens qui sont venus nous dire ça. Vous voulez que nos mères maintenant se posent avec les hommes? Mais non, mais ils sont pas soumises nos mères. Elles sont là ces dames. C'est là vos mères. Arrêtez de ramener votre mentalité de français ici, parce qu'ici tout se passe bien, tout est bien. Nos mères elles vivent bien. Alhamdoulilah, on respecte nos mères, tout le monde respecte. C'est quoi? Vous voulez que nos mères se posent avec les darons boire des cafés ou quoi? Nous comme ça, on n'est pas éduqués comme ça. Ramenez pas votre éducation ici. Ici tout se passe bien, ça a toujours été comme ça. Voilà, ça donne un aperçu. Voilà,
de la Villardière a bien travaillé puisque l'audience a été plutôt bonne d'ailleurs pour Dossier Tabou. Hein. Non mais... On en rigole mais bon. Ouais, c'est déplorable, ouais, c'est pathétique. Voilà. Il est grand temps qu'un autre média arrive et voilà, essaye de montrer des véritables images où il n'y a pas des cons qui vont... Vous vous souvenez de l'affaire de Sevran qui avait été démontée d'ailleurs par le Bondi Blog à l'époque. Exactement. Non mais Bernard de la Villardière, vraiment. Est un récidiviste. Va te coucher. On a vu une vraie enquête de journalisme, c'était quand jeudi dernier, ouais. De Élise de Lucet, c'était du journalisme de fond. Ah, ouais. Voilà, avec des chiffres, ouais. C'était magnifique. Tu parles de Cache Investigation mardi dernier? Ah bah oui. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est du journalisme. Oui, absolument, je partage totalement. Voilà. Bon, ça en est tout pour le zapping et je crois que c'était bien suffisant d'ailleurs. On va passer maintenant à la vie tranchée de notre ami Envers qui va faire court puisque nous avons un deuxième invité. C'est le coup de cœur de Hanan qui est dans nos studios. Voici le jingle de la vie tranchée d'Envers de Santos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Envers donc en référence justement avec toutes ces prises de position au travers d'un acte qui arrive et des politiques qui ont vite fait des raccourcis et les médias également. Envers. Exactement. Le traitement de l'information, on pourra en parler des tonnes et des tonnes de fois, mais voilà. Hier, il y a eu un acte ignoble qui s'est déroulé. On ne savait même pas encore s'il s'agissait d'une attaque terroriste ou pas, mais en tout cas, on savait qu'il s'agissait d'un meurtre. Et malheureusement, les politiques, en tout cas certains politiques, n'ont eu aucun mal à dire. Voilà, c'est un attentat, etc. En mettant ça sur le dos de telle ou telle chose. Et le truc, c'est que eux, ils font leur travail de politique. Ils essayent de gagner des voix, ils essayent voilà. Je vais pas leur reprocher, ils font leur taf. Le problème, c'est dans les médias. Les médias et ce traitement de l'info où on va mettre en info en disant, bah oui, mais il faut informer les gens sur la situation. Sauf que je pense qu'il faut peut-être disséquer juste avant. Après, montrer une personne qui justement a été témoin et qui a failli justement mourir parce qu'elle aurait pu être victime elle-même. Voilà, ça joue sur le pathos, ça joue sur l'émotion. Et à un moment donné, peut-être qu'il serait temps de faire du journalisme. Je vais pas me désigner comme le maître de conférence du journalisme, mais il faudrait peut-être se remettre en question. Et voilà, les politiciens veulent faire des choses, il suffit peut-être qu'il ne faut pas être l'instrument de ces politiciens qui veulent jeter de l'huile sur le feu plutôt que d'attendre que l'enquête soit faite pour désigner le coupable. Il y a eu un meurtre, des familles ont perdu des gens, 2 cousines qui étaient super jeunes, il y a un psychopathe qui a fait le taf, voilà, faut pas en rajouter. Merci Envers, et je précise d'ailleurs, puisque l'information vient de tomber, elle est très importante par rapport au tireur de Las Vegas. La police, la justice donc des États-Unis, de Las Vegas, déclare qu'il n'y a aucun lien avec une organisation terroriste dans le monde. Pour ce qui est de ce tireur, c'est ce que la police déclare à l'instant. Voilà. Le meurtre en soi déjà une terreur, donc. Bien sûr. Donc voilà, c'est un attentat certes en soi, mais il faut pas toujours essayer de trouver un coupable derrière telle ou telle religion. Il existe un monde où il y a des psychopathes, c'est le nôtre, et il faut juste essayer de trouver un moyen. Moi, je pose la question, pourquoi à un moment donné, parce que là, il y a la dame qui a témoigné tout à l'heure qui disait justement, on a vu qu'il avait une lame dans la manche et qu'il l'a sortie. C'est pas la première fois que ça arrive. Parfois, on est à la gare du Nord, machin, il y a des gars qui sont là avec des objets contendants qui sont pas très bien, qui sont un peu sous, qui sont un peu, et il y a rien qui est fait. Bon, rien qui est fait. Donc voilà. Alors, on va mettre la pub tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. Le temps pour vous, messieurs dames, de nous appeler maintenant pour jouer au quiz du LGF pour gagner vos places pour l'Orchestre National de Barbès dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde. Ça se passera le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil, dans région parisienne. Donc j'ai 2 places à vous offrir, 01 40 33 9000, et on retrouvera aussi le coup de cœur de Hanan Zawani. C'est de la musique dont il s'agit, ainsi que Envers de Santos. À tout de suite, 01 40 33 9000 pour vos places pour l'Orchestre National de Barbès à gagner tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, il n'y a rien de mieux que le direct. France Maghreb 2, bien entendu, le grand forum, l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble. Alors, je
tiens à m'excuser par avance, mais le quiz, on va le laisser de côté pour demain. Mes questions sont là parce que le temps est vraiment passé très très vite et qu'on a dû un petit peu bousculer le conducteur de cette émission au vu de ce que l'on vous a révélé tout à l'heure au travers de l'affaire de Yacine, puisque deux de ses meilleurs amis étaient là tout à l'heure pour nous raconter cette info. Et je en profite d'ailleurs pour vous rappeler d'aller liker la page Vérité pour Yacine avec ce rassemblement où le Grand Forum sera présent jeudi à 17h devant la mairie d'Aulnay. Donc quiz et place pour le OMB. Elles sont là, elles sont toutes chaudes et elles vous attendent pour demain. Donc pardon évidemment à tous ceux et toutes celles qui ont appelé pour jouer, mais rendez-vous demain pour se faire. Pourquoi ? Parce que évidemment il y a un coup de cœur qui est présent dans nos studios et on tenait à l'écouter, à l'entendre, puisqu'on va parler musique avec Anan. J'en profite aussi pour vous rappeler pour aller répondre à la question du jour sur Twitter, et ça a pas mal voté d'ailleurs concernant la question sur Lafarge. Vous allez sur donc le compte LGF officiel, répondre aussi sur Facebook. Voilà. Alors ma chère Anan, je te laisse donc le soin donc de nous présenter ton invité plutôt, qui est ici en studio sur France Maghreb 2 pour ce qui va être un live donc formidable. Moi j'adore les lives. Alors un génie inconnu de la musique soul tel qu'il a été présenté par Gérald Dahan. Donc je vous présente Oldie Rooster qui nous a régalé hier lors d'une programmation musicale inattendue à ma grande surprise. Donc une voix chaude, une sensibilité humaine que j'ai trouvée extraordinaire et qui m'a touchée en plein cœur et que j'ai donc invité aujourd'hui pour vous faire partager son talent, apprendre à connaître cet artiste de talent et en espérant que vous serez touchés au cœur aussi, chers auditeurs. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir à tous, bonsoir France Maghreb. Merci beaucoup. France Maghreb 2, pardon. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux. Merci Anan, merci Christophe. Et donc vous êtes bien accompagné puisque vous allez nous interpréter un morceau, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Je suis Anan était présent hier sur l'une de mes prestations musicales et elle a tenu à me faire venir aujourd'hui, ce qui me touche énormément. Je tiens à vous le préciser. Et puis voilà, je suis chanteur de blues, soul, funk. Et puis voilà. On a de la tendance à aller au blues en ce moment dans nos quartiers avec ce que vous avez révélé tout à l'heure autour de l'histoire d'Yacine et tout ça. Donc c'était important pour moi de venir et puis de porter ma petite pierre à l'édifice avec ma musique. J'en profite pour saluer tes parents. Voilà, qui nous écoutent. Merci beaucoup. Très bien, c'est fait ça. Alors écoutez, je crois que le meilleur des arts pour répondre à toutes les problématiques, c'est la musique. Alors on t'écoute. Voilà, c'était mon petit blues pour vous. Yes. Super bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin peut-être. Un petit mot. Voilà, savoir où on peut te retrouver. On peut me retrouver déjà sur tous les réseaux. J'ai une page Oldie Rooster, un Insta, un Twitter. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller liker les pages. Et puis après, je joue régulièrement. Donc vous l'avez cité tout à l'heure sur le bateau théâtre Le Nez Rouge de Gérald Dahan. Donc voilà, les dates reprennent là début novembre. Je chante ce soir aussi au bateau théâtre. Donc voilà, je vais interpréter 2 titres pour la soirée La Lan and Friends. Gérald Dahan, c'est lui qui avait piégé Jacques Chirac, non ? Qui avait ? Vous avez piégé Jacques Chirac, non ? C'était le fameux coup de fil, effectivement. Voilà. Ouais, tout à fait. Le fameux coup de fil à Zidane, pardon, pas Chirac. Non, mais non, même pas. C'est pas Chirac. Oui, effectivement. C'est Zidane. Il y a une grosse histoire autour de ça. Ouais, il a réussi à le piéger. Donc justement avec la voix de Chirac, c'est ça. Bon faudra le faire venir à Gérald Dahan. Tu viendras avec lui la prochaine fois. Il y a pas de problème. L'invitation est lancée, Gérald. Voilà. Je sais que tu nous écoutes. Tu me l'avais promis, donc voilà. Sois le bienvenu, Gérald. On reviendra chez France Maghreb ensemble. Et on piégera quelqu'un. Voilà. On piégera quelqu'un. Voilà, en direct. Voilà, mon nom de scène c'est Oldie Rooster. Continuez à me suivre. Oldie Rooster, c'est en gros le vieux coq. Voilà pourquoi, parce que je fais de la musique de blues, des choses bien ancrées, et puis on essaye d'envoyer un maximum de plaisir en se rappelant de toutes ces musiques qui nous ont fait grandir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'est un album, je crois. Voilà, j'ai un EP qui est sorti. Voilà, j'ai un EP 6 titres qui sont un extrait de l'album qui va bientôt sortir. Voilà, c'est
un EP, j'ai sorti 6 titres sur les 26 que j'ai enregistrés il y a 3 ans. N'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Puis j'espère vraiment que ça vous plaira. L'album arrive et les concerts aussi tout au long de l'année. On a été très heureux de te recevoir. À très bientôt en tout cas. Bientôt. Voilà. Merci à vous tous. Allez, il nous reste à peine 1 minute pour écouter le coup de cœur de notre ami Enver de Santos. Enver, mais le conducteur est complètement bousculé aujourd'hui. Hein. Pardon, il n'y aura même pas de libertad, je suis vraiment désolé. Hein. Non, pas de souci. Si tu veux, on pourra même faire le coup de cœur la semaine prochaine. Ah bah écoute, ça va pas changer grand chose à mon truc parce que voilà, il me reste pas grand chose. Donc si t'as le temps de le faire maintenant, vas-y. Hein. Bah écoute, moi je voulais proposer justement de faire un coup de cœur sur la dictée des cités de l'association Force des Mixités. Et justement de Rachid Santaki, ce serait même un grand plaisir même de le recevoir au moins au téléphone sur France Maghreb. Ouais. Donc big up à eux, à Force des Mixités, pour l'organisation de toutes ces dictées à travers la France. La dernière c'était à Strasbourg, plus de 1200 personnes. Donc voilà, faut continuer comme ça. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter Rachid Santaki pour nous parler justement de la dictée des cités et de Force des Mixités. Eh ben écoute, la semaine prochaine sans problème. Voilà, on en reparlera si tu veux, on l'appellera même, d'accord ? Ok, ça marche. Merci beaucoup Anan, merci Enver, merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Voilà, ça fait une émission très intense, absolument. Et on vous invite donc à aller liker la page donc Vérité pour Yacine. On sera et on vous invite d'ailleurs à être présent au rassemblement jeudi devant la mairie d'Aulnay. Et on appelle surtout au calme. Donc à Aulnay, au calme, parce que c'est pas comme ça qu'on va obtenir justice pour Yacine. Cette affaire qu'on vous a révélée, si toutefois vous avez loupé évidemment l'affaire, vous pouvez réécouter l'émission bien sûr sur France Maghreb de ce soir à minuit dans le cadre de sa rediffusion, et d'aller suivre la vidéo qu'on vous a partagée sur la page de Christophe Le Grand Forum. Voilà, merci à tous, bonne soirée demain. J'ai l'immense plaisir de vous dire que notre ami Ousmane Timera sera de retour avec Austin Dras demain entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous, 18h le flash tout de suite. Bonsoir à tous. Le président Emmanuel Macron adresse une pensée émue pour nos partenaires et amis américains. Réaction également de Michelle et Barack Obama sur Twitter. Nous prions pour les victimes. De son côté, le président américain a exprimé sur Twitter ses sincères condoléances et sa sympathie à l'égard des familles des victimes de l'attaque. Bilan très lourd de la police de Las Vegas, au moins 50 morts et 406 blessés. La foule était amassée devant la scène d'un concert country quand un habitant du Nevada a ouvert le feu du 22e étage d'un casino. Le tireur qui s'est donné la mort avant l'arrivée de la police a été identifié. Son nom, Stephen Paddock, est âgé de 64 ans. Et puis on apprend également que l'État islamique vient de revendiquer la fusillade via son agence de propagande. Il affirme que le tireur était l'un de ses soldats. L'assaillant qui a tué hier 2 jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille était détenteur d'un passeport tunisien et les enquêteurs mènent des investigations pour confirmer son identité. La revendication de l'attaque par le groupe djihadiste État islamique dès hier soir pose vraiment question car aucun élément ne relie l'assaillant à l'État islamique à ce stade. Connu depuis 2005 sous cette identité des services de police pour des faits de droit commun, l'assaillant, un étranger en situation irrégulière, avait été interpellé vendredi à Lyon pour vol à l'étalage. Le secrétaire général de Force ouvrière confirme une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail. Nous prendrons contact avec les autres confédérations dans les jours qui viennent, précise Jean-Claude Mailly. La Commission européenne rejette les violences et appelle au dialogue au lendemain du référendum d'autodétermination interdit en Catalogne. L'ONU exhorte de son côté les autorités espagnoles à mener des enquêtes impartiales sur tous les actes de violence commis dans la région hier à l'occasion du scrutin interdit. Le prix Nobel de médecine attribué à 3 scientifiques américains pour leurs recherches sur les rythmes biologiques. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.